Chapitre 1. Il n'était que de passage. La dernière fois qu'il a retrouvé l'ami, il y a quelques semaines, il est tombé sur lui au square. Leur rencontre a été soudaine, inattendue. La fois précédente avait eu lieu de la même façon déjà. C'était quelques années plus tôt, entre les rayons d'un magasin. Ils s'étaient fréquentés 2 mois d'été, puis quelque chose avait dû se passer, on ne savait pas quoi. À l'époque, Théo avait 18 ans et 6 mois. Cette précision est importante pour comprendre qu'il était déjà étudiant. Il avait eu le bac à 17 ans et demi, sans pour autant être en avance sur son âge. Il avait l'habitude d'expliquer à ses camarades qu'il était né au début de janvier et que pour cette raison, quelqu'un avait décidé qu'il serait pratique de le faire entrer à l'école en même temps que les enfants nés l'année d'avant, qui n'étaient âgés au fond que de 10 jours de plus que lui. Il répétait son raisonnement sans jamais se demander s'il suffisait à justifier sa jeunesse relative, car il avait reçu ces arguments de ses parents, forcément pertinents. Ils auraient pu lui servir une autre fable, plus audacieuse que cette logique comptable, et il l'aurait avalée tout rond avec la même innocence. Rien n'étonnait Théo. Les choses étaient normales ou bien merveilleuses, mais jamais bizarres. Il s'était habitué à être jeune, un petit peu plus jeune que tout le monde. Le magasin occupait tous les étages, depuis les caves, où les employés se changeaient, jusqu'au grenier, où l'un d'eux, dans son bureau, délivrait aux autres les tickets restaurants. Un grand immeuble, large, solide, du type haussmannien, c'est-à-dire une façade en pierre de taille, érigée au bord d'un de ces axes tracés par cet homme dont on a retenu le nom, ce préfet qui d'ailleurs n'est pas responsable de l'édification de ces immeubles, car la plupart sont apparus après qu'il a été mis à la porte, voire après sa mort. L'immeuble en question appartenait sans doute à la catégorie originelle. Il avait bien 150 ans à vue de nez. Quant à Théo, il n'était que de passage dans ce lieu, c'était l'été, et il gagnait un peu de sous en vendant des livres. Son rayon était au premier étage ou au deuxième, il ne saurait plus le dire. C'était il y a 10 ans tout de même. « Comment fait-on pour descendre quand on a mal aux genoux ?» avait demandé quelqu'un, après avoir d'abord dit bonjour et pardon, puis appelé Théo « jeune homme ». La personne était une vieille dame parvenue jusqu'au premier ou au deuxième étage grâce à l'escalier mécanique. Celui-ci fonctionnait dans le seul sens de la montée, car il était prévu qu'on empruntât l'escalier normal pour la descente, opération réputée moins fatigante que l'ascension. Mais cette dame avait mal aux genoux. Théo ne pouvait pas l'obliger à forcer sur son articulation fragile, marche après marche. Puisqu'il était nouveau, il était monté d'un étage pour se renseigner. Là, au deuxième ou au troisième, travaillait habituellement un ancien qui le dépannait volontiers d'un conseil. Il ne l'avait pas trouvé. À sa place, un autre garçon de l'âge de Théo, ou peu s'en fallait. Théo ne l'avait jamais rencontré à cet endroit, mais il avait déjà connu ses traits ailleurs, autrefois. Des petites dents carrées, sauf les canines, pointues. 2 lignes de grandes fossettes qui barraient le visage verticalement. Un sourire et en même temps une étincelle allumée dans l'iris. Dans le creux des joues, une ombre pâle, grise, pas plus de barbe que ça. La dernière fois qu'il avait vu ce visage, cette ombre même n'existait pas encore, parce que ce visage était celui d'un enfant. Il s'en souvenait assez bien. C'était il y a longtemps, 10 ans plus tôt peut-être. Théo, laisse-moi me rappeler. Théo comment ? Théophile ? Théodore ? Théodule ? Je n'ai jamais su. Théo pouvait-il en vouloir à son camarade d'avoir un trou ? N'avait-il pas lui-même oublié comment il s'appelait, ce garçon ? Le souvenir était flou. Les mots effacés. Le visage était resté, par contre, dans un coin de sa mémoire et venait de s'installer à nouveau, ce matin-là, au premier plan de l'image. Il y a une dame qui attend à mon étage que je l'aide à descendre. Dans des cas comme celui-ci, il était permis d'accompagner les clients dans le monte-charge qui servait à convoyer les caisses de livres, à condition de ne pas les laisser seuls à l'intérieur. Théo ignorait l'existence même du monte-charge, car ses fonctions au magasin n'impliquaient pas qu'il fût associé au transport de livres. Il les agençait sur les meubles et indiquait leur emplacement aux clients, c'est tout.
Il émettait quelquefois un conseil, mais seulement lorsque personne ne le surveillait, car cette initiative n'était pas prévue par son contrat. Chaque niveau du magasin, en fond de rayonnage, était desservi par l'élévateur. Le dispositif était à peine masqué. Théo ne l'entendait-il pas fonctionner le matin derrière son dos ? Je te montre. Ce garçon impromptu avait le chic pour découvrir les trappes et les passages, et pour partager ses secrets avec Théo. Au collège, ou bien était-ce à l'école primaire, il lui avait montré comment contourner la grille qui enserrait la cour, en se faufilant à l'endroit où la clôture n'était plus formée que par une haie. Il s'était contorsionné pour passer entre les branches chatouillantes, d'une part, et le montant froid du grillage, d'autre part. Derrière s'ouvrait le parc public. À l'heure de la récréation, lorsque tous les enfants étaient revenus à l'école, seul Théo et l'ami intrépide se promenaient dans le vaste jardin, étendu, sauvage et libre, qui étalait une toute autre physionomie, banale, domestique, le mercredi et le dimanche. Les souvenirs étaient doublement vagues. D'abord dans le sens de flou, enfouis dans la tête de Théo, et ensuite dans leur qualité de mouvement, comparable à des vagues qui remontaient comme la marée, régulièrement et inexorablement. « Merci pour le tuyau, je n'étais pas au courant », dit Théo, regagnant son rayon et guidant la dame derrière l'étagère des monographies. Sur la couverture de l'un de ses livres, dédié à l'art italien de la Renaissance, un grand ange blond adoptait précisément la même position que le camarade de Théo, qui était pourtant brun, un instant plus tôt, tout le corps tendu vers le geste du doigt pointé, désignant un lieu énigmatique et précieux, et un sourire au bout des lèvres, mais pas en coin, franc. Il entra avec elle dans la cage métallique, et, pensant à Spirou et à son costume rouge, il plaisanta. « Je fais aussi liftier, groom, garçon d'étage, je ne sais pas trop comment on dit. Et moi, je fais aussi jeune fille de 20 ans, quand je n'ai pas mal aux genoux. C'est une machine à remonter le temps, votre ascenseur. » « À le remonter ou à l'avancer, oui, car si cet appareil nous donne nos 20 ans, alors il me vieillit, moi. » Théo se trouva un peu insolent, mais le sourire de la dame l'encourageait, alors il improvisa. « Parfois, une trappe s'ouvre dans le décor quotidien, vous étiez passé 1000 fois devant sans la voir, et soudain vous vous engouffrez dans la brèche, c'est magnétique. C'est un passage dans le temps ou, mieux encore, un empilement, plusieurs époques cohabitant dans un même espace. Vous avez 20 ans ou 100 ans, et ce fantôme, derrière vous, en a autant. Je crois qu'on est arrivé. Rez-de-chaussée, tout le monde descend. » Théo passa l'après-midi à chercher le prénom de son ami du 2e ou du 3e étage. Il s'était retrouvé le soir même, à 19h, au sous-sol, derrière le rayon de la papeterie. C'était le vestiaire. Son casier était mitoyen de celui de Théo. Théo avait sorti son sac à dos, l'avait jeté sur ses épaules. L'ami avait fait pareil. Chacun avait brouillé le code de son cadenas, remonté l'escalier et passé la porte. Ils avaient échangé un sourire et s'étaient dit « ciao ». Théo était parti en suivant le quai, l'autre en descendant le boulevard. Au matin, quelqu'un rouvrait le magasin et rallumait les lumières, puis chacun regagnait sa place. Les rayonnages de livres, massifs, étaient alignés sur 2 épaisseurs. Un rail permettait de faire coulisser la première pour dévoiler la seconde, masquée derrière. Chaque surface verticale du magasin était exploitée au maximum de ses capacités. Les fenêtres étaient donc occultées, comme un luxe dont on devait se passer. Aussi, ni Théo ni les autres ne savaient, pendant les heures de travail, si le temps était au bleu ou au gris, si le ciel était vif ou encombré de nuages, s'il faisait nuit en plein jour et si le soleil avait fui. Pendant la pause du déjeuner, enfin, la lumière naturelle s'engouffrait dans les pupilles grandes ouvertes de Théo. Ça lui faisait un bien fou. Les premiers jours, il avait occupé cette heure de liberté à marcher dans les environs. Peu de choses lui procuraient plus de plaisir que de marcher dans les rues d'une ville, et dans celle de Paris en particulier. Ce quartier, il avait eu le loisir de l'explorer en plusieurs occasions déjà. L'expérience était cependant différente de le parcourir à présent, pendant cette période spéciale où il y occupait un emploi. 8 heures par jour, il en était un habitant. S'y promener dans ces conditions, c'était connaître ces rues avec plus de familiarité et de minutie, avec complicité et en profondeur. Il avait commencé par faire un tour de la place, pour appréhender les alentours dans leur globalité, de là descendre le boulevard pour sentir la chaleur du soleil sur son visage, dans l'axe, plein sud, les yeux froncés. Le jour d'après, il avait emprunté les petites rues serpentines derrière le magasin, où l'ombre et le vent se confondaient en douces caresses.
Le 3e jour, déjà, il s'était rendu compte que ces grandes excursions n'étaient pas une bonne idée. Du matin au soir, il se tenait debout dans son rayon, et lorsqu'il n'était pas statique, il se déplaçait, par petits pas rapides, d'un bout à l'autre de l'étage, ou bien gravissait les escaliers mécaniques 2 marches par 2. C'était le contraire de la position scolaire qu'il connaissait trop bien, les fesses calées sur une chaise à longueur de journée. Aussi, le midi du 3e jour, il valait mieux se ménager. Pourquoi ne pas s'asseoir sur le quai au bord de la Seine? D'autres fois, il allait plutôt s'installer sous un arbre, dans le square qui faisait le coin des 2 boulevards et qui révélait les vestiges des thermes antiques, montagnes de briques rouges érigées dans l'herbe. C'était sublime et reposant, parce que les ruines étaient à portée de regard et qu'il y avait des bancs pour s'asseoir. Après qu'il fut retombé sur son camarade par hasard, Théo s'arrangea pour le voir tous les jours et le plus souvent possible. Aucune nécessité professionnelle ne les poussait l'un vers l'autre, puisque chacun était en charge d'un rayon bien distinct, à un étage de distance, mais l'horaire de leur pause déjeuner coïncidait. Alors, Théo avait invité l'ami, dès le lendemain de leur rencontre, à goûter à ses escapades dans le quartier. Ils avaient convenu de ne pas trop se promener malgré la tentation, mais rien ne les obligeait pour autant à s'installer toujours dans le même lieu. Ils poussaient donc dans un sens ou dans l'autre sur le bord de la Seine pour tâter les pavés d'à côté, étaient-ils plus doux, et profiter d'un panorama un peu différent sur la cité. Ils modifiaient légèrement l'angle du point de vue depuis le port de Montebello, selon qu'ils s'assoyaient en contrebas du petit pont, c'est son nom, ou du pont au double qui paraît plus petit que l'autre, mais enfin on n'y peut rien. Le plus souvent, ils allaient au square. L'ami marchait vite, sans brusquerie, de grands pas souples, tout son corps souple, les épaules larges qui se balançaient un peu. Des pas tranquilles qu'on aurait pu croire nonchalants s'ils n'étaient pas rapides. Les gestes amples, au bon moment, pas un de trop. Il était partout à la fois, c'est-à-dire juste à côté de Théo et déjà une enjambée plus loin. Il glissait. Et quand il s'arrêtait, à la droite de Théo ou à sa gauche, à portée d'un bras tendu, il était complètement là et nulle part ailleurs. Un jour à 12h30, il plut. Je veux dire, la pluie commença de tomber. Est-ce que cela plut à Théo et à son comparse? Difficile de le dire. La scène a eu lieu il y a 10 ans, et il faudrait se souvenir de tant d'autres choses. D'autres pluies ont effacé les détails de cet épisode. Il est probable que les intéressés eux-mêmes auraient de la peine aujourd'hui à renouer avec les impressions qu'ils avaient éprouvées alors. Peut-être avaient-ils aimé sentir les premières gouttes lourdes, tièdes, sur leur visage, et qu'ils s'étaient rappelé les joies enfantines des averses d'orage dans la cour de récréation, les torrents soudains qui rigolaient jusque dans le préau. Mais ce midi-là, sentant venir le déluge, leur réaction fut d'abord pratique. Ne pas se mouiller, éviter de se présenter au magasin habillé en serpillière, les vêtements à essorer dégoûtant sur le linoléum. Ils se feraient gronder comme des sales gosses, et à leur âge, merci. On va se mettre à l'abri, viens, je te montre. Le square est composé de 2 parties, reliées par une promenade touffue le long du boulevard Saint-Germain. D'une part, le petit jardin parisien, comme on en voit partout, agrémenté de bancs, au coin du boulevard Saint-Michel. D'autre part, une terrasse en platelage de bois, composant un damier, donc chaque case s'inspire d'une culture aromatique à la manière médiévale. Ce 2e jardin est le plus singulier. Comme décor, là, pas de vestiges romains à l'horizon. Au lieu de terme, un petit palais gothique qui tourne le dos aux promeneurs. Son entrée est située de l'autre côté, sur une placette. C'est un musée dédié à l'art du Moyen-Âge. Pourquoi le camarade de Théo connaissait-il cet endroit? Ce n'était pas sa qualité la plus mystérieuse. Au fond du jardin, le mur du musée. Tu vois cet encorbellement, cette voûte? Quand on s'enfonce dans le coin, à droite, on pénètre sous l'aile du bâtiment comme dans une grotte. Il nous protège. Ils s'étaient réfugiés. Ils avaient regardé le rideau de pluie se fermer devant la grotte, assis sur des planches de bois sec, les genoux rassemblés dans les bras. Puis la montre de Théo avait indiqué 13h. Il allait falloir rentrer au magasin. La chute d'eau commençait à faiblir, puis à s'assécher. Les 2 Robinson ne regardaient déjà plus dehors. Ils exploraient leur île. Ils parcouraient les murs du plat de la main. Ils déchiffraient la pierre froide. Les inscriptions étaient gravées. Remontaient-elles à l'âge gothique? C'était douteux. Plutôt, on pouvait supposer que des égarés romantiques
Des touristes et des poètes avaient incisé l'épaisseur du calcaire pour déposer une trace de leur passage dans ce jardin, ou de leur passage sur terre. Il y a 10, 100, 200 ans. Un graffiti rupestre pour rappeler au monde qu'on existe, pour que les hommes ne vous oublient pas. C'était à moitié réussi, à moitié raté. Si Théo parvenait certes à lire les noms, avec l'aide de l'ami plus exercé que lui, il n'avait en revanche aucune idée de qui ces gens avaient été. Un nom, rien de plus. « C'est déjà ça, dit-il. » Il aurait pu dire « ce n'est même pas ça. » Depuis 2 semaines, Théo et son acolyte partageaient 1 heure chaque jour, collés l'un à l'autre. Comme il était étrange alors de ne pas se rappeler le nom de l'ami. Théo cherchait pourtant avec application. Julien, Germain, Séverin, Marcelin, Pierre Sarrazin. Pas moyen de le retrouver. Il s'accrochait à ces noms à cause de la rime. Il faisait teinter une sonorité perdue dans son oreille. Mais c'étaient les noms des termes, du boulevard, des rues et des places du quartier. Il confondait les noms des lieux avec les noms des gens. Non, Théo pouvait en être quasi certain. Le prénom de son ami ne finissait pas sur ce phonème-là. Sa musique était différente. Peut-être devait-il procéder par élimination ou par déduction? L'intuition, dans le cas présent, semblait ne rien donner de bon. Les jours filaient, l'été se déployait sur Paris et les pique-niques au jardin alternaient avec les casse-croûtes sur le quai. Derrière son dos, pendant qu'il travaillait, Théo entendait le va-et-vient du monte-charge bourré de livres. Une fois ou deux, il accompagna quelqu'un entre 2 convois pour une histoire de genou ou de cheville, ou bien une histoire d'âge trop avancé dans son époque. Finalement, qu'il s'agit d'un problème anatomique ou temporel, la question était toujours la même, une articulation qui frottait douloureusement plutôt que de se faire oublier. À la fin du mois d'août, la rentrée scolaire approchant, les clients se massaient de plus en plus nombreux. Le rayon de Théo était épargné par le déferlement, car il était consacré aux beaux-arts et à l'architecture, des sujets qui ne craignaient pas l'affluence. Mais le magasin devenait bruyant. Il prenait l'allure d'une gare ou d'une station de métro à cause de l'escalier mécanique, sans doute, qui renforçait l'analogie. C'est à cette époque de l'année que la direction imposa aux employés le port d'un vêtement spécial, un t-shirt jaune qui assurait qu'on les identifiât immédiatement, sans hésitation. L'habit n'était certes pas laid, mais il n'était pas du goût de Théo ni de celui de l'ami. Ils arrivaient donc au magasin vêtus selon leurs préférences, puis enfilaient le costume obligatoire dans le vestiaire, derrière le rayon de la papeterie. Et le soir, ils procédaient à l'opération inverse. Ils retiraient le t-shirt jaune pour se rhabiller à leur manière. Pendant un temps très court, disons aux 15-20 secondes, ils étaient tous les deux le torse nu. Et Théo était frappé de constater à quel point leurs corps se ressemblaient, alors que les visages, non, pas tellement. Et leurs styles vestimentaires respectifs, sans être très typés, chacun cultivant à sa façon une adolescence qui s'éternisait, étaient assez différents pour que la similitude de leurs silhouettes ne fût pas flagrante. Là, le sentiment éprouvé par Théo, entre les portes ouvertes de son casier et du casier de l'ami, était proche de celui qu'il connaissait lorsqu'il surprenait son image dans une glace, sans le faire exprès. Par exemple, lorsqu'il marchait le long d'une vitrine dans la rue et que, tournant la tête sans s'attendre à trouver son reflet, il tombait nez à nez avec lui-même. Pourtant, quand il se promenait en ville, il était toujours habillé, et là, dans le vestiaire, il ne l'était pas. Il n'avait donc aucune raison de penser que ces 2 situations avaient un quelconque rapport. C'est pourquoi, sans doute, il ne le pensait pas, mais qu'il l'éprouvait si fort.